Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, très inquiet par rapport à la flambée du Covid-19. Un rapport interne de la cellule épisurveillance du ministère de la Santé, révélé par la dépêche de Tahiti, dresse un tableau sombre pour les prochaines semaines. Le personnel du Taoné est-il prêt à faire face à un pic de l'épidémie? Mireille Duval, secrétaire générale de la CSTP-FO à l'hôpital, va nous répondre dans un instant. Et puis l'inquiétude grandit chez les élèves du lycée Diadème après qu'une vingtaine de cas positifs aient été confirmés chez les élèves internes de l'établissement. Le budget du CHPF du Taoné décortiqué aujourd'hui à l'Assemblée de la Polynésie. La direction du centre hospitalier du Taoné prévoit un déficit d'1 milliard à la fin de l'année 2020. En justice, Gilles Yeo a été condamné par la Cour d'appel de Papeete à 4 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Son avocat compte déjà demander sa remise en liberté. Enfin, on s'intéresse à la cherté de la vie dans les territoires ultramarins. Une enquête dresse un état des lieux et propose des pistes de réflexion. Mais avant d'aller plus loin, les indicateurs du Covid-19 en Polynésie sont alarmants. Le pays est passé en phase 4 de l'épidémie à Tahiti et Moorea avec 13 morts et plus de 1000 cas actifs. Cette flambée de l'épidémie contrastée avec un silence persistant du gouvernement cet après-midi. Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, n'a pas caché que la situation est très préoccupante, reconnaissant qu'il y a peu de renforts à attendre et que ces prochains jours seront décisifs. Je vous propose de l'écouter au micro de Thierry Stemfleur et Patita Savia. Moi, je pense que la population est tout à fait à même de comprendre que l'on est là, à l'heure actuelle, au moins pour Tahiti et Moorea, dans une situation qui est grave. Voilà, elle est grave. Elle est encore maîtrisée. Mais si réellement dans les 3 jours ou la semaine qui vient, on ne prend pas conscience de la gravité, eh bien on sera probablement dans une situation difficile. On pourrait avoir quelques renforts techniques, mais comme vous l'avez signalé, la France, elle, est elle-même dans une situation difficile, et également un certain nombre de départements d'outre-mer, hein, il n'y a pas que la France. Donc je crois qu'il ne faut pas attendre non plus des miracles de ce côté-là. Le seul point sur lequel on insiste depuis le début, c'est éviter la saturation des lits de réanimation de l'hôpital. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est là où on traite les cas les plus graves. Et ça, vous n'avez pas exclu devant l'Assemblée que ça puisse arriver? Oui, tout à fait. On est si dans les 15 jours qui viennent, on n'a pas corrigé cette dynamique d'augmentation du nombre de cas, oui, je veux dire, il ne faut pas cacher la vérité aux gens. On sera dans une situation difficile. Le ministre a également annoncé à l'Assemblée que des nouvelles mesures seraient annoncées par le pays et le commissaire probablement dès demain. Avant d'accueillir notre invité, parmi les cas actifs répertoriés, il y a les 20 jeunes internes du lycée Diadème à Pirée dont nous vous parlions hier soir. Ils ont été placés en isolement dans un centre dédié. Aujourd'hui, d'autres élèves sont dépistés par mesure de précaution, mais les autorités sanitaires n'envisagent toujours pas la fermeture de l'établissement à ce jour. Caroline Fari et Hiro Terurotua. C'est la zone tampon, celle où les élèves identifiés cas contact attendent les résultats de leur dépistage. Depuis la découverte de 20 jeunes positifs à la maladie, l'inquiétude grandit au sein du lycée. Dans notre classe, la moitié des élèves sont internes parce qu'ils viennent des îles, des Australes, des Marquises. Et puis, ils ne sont pas venus, ils étaient plus confinés que nous, voire 2 semaines. Du coup, c'est comme ça qu'on a su la nouvelle. Déjà, de ne plus dire bonjour à certains de nos amis, déjà. Ensuite, il y a le peur aussi de ramener la maladie à la maison. Nous-mêmes, étant étudiantes à l'université et ici dans le cadre du lycée, on a peur d'attraper, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse nos stages, c'est pour nous, pour notre avenir. C'est vrai que c'est pas évident, mais on fait avec quand même. Et on essaye, on peut rien y faire. Les parents réagissent différemment, certains fatalistes, d'autres avec étonnement, tandis qu'une maman loin de son enfant s'inquiète depuis les Tuamotu. Je suis très inquiète pour ma fille qui va à l'école au lycée Diadème, parce que de jour en jour, les cas positifs augmentent au lycée. Elle a été testée et là, on attend quels sont les résultats. Vous êtes inquiète?
Ben oui, bien sûr. Maintenant que tu me dis qu'il y a des cas suspects là et que ma soeur et sa fille sont à l'intérieur, je ne sais pas quoi dire, quoi. Et maintenant, il faut faire... Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Fermer? Il faut faire juste ce qu'il faut, porter le masque quand il faut et pas tout le temps. Et puis apprendre à vivre avec parce qu'on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, outre les 20 cas confirmés, 55 élèves sont symptomatiques et donc dépistés. Selon les résultats, ils seront placés en isolement et pris en charge par la veille sanitaire, mais pas de fermeture d'établissement pour l'instant. On ne va pas fermer systématiquement un établissement et mettre 2300 élèves dehors sans avoir des éléments concrets. Là, on se trouve devant une situation où on teste les élèves symptomatiques, on les prend en charge aussitôt. Ça nécessite que l'on s'organise et que chacun joue sa partition de la meilleure façon possible. Donc il faut bien coordonner le travail de chacun et surtout rester bienveillant, rassurer les élèves, rassurer les familles et rassurer les équipes pour qu'on puisse traverser cette difficulté. Je ne vais pas vous mentir, c'est une difficulté forcément. La balle est dans le camp des autorités sanitaires qui préfèrent sans doute temporiser à une semaine des vacances scolaires. Sachez également que des guides sanitaires sont employés au sein du lycée pour faire respecter les gestes barrières. Et demain, l'invité café de votre matinale radio sera justement Marianne Routier, professeur, mais aussi délégué syndicat SNETA Polynésie. Il viendra s'exprimer au sujet de la situation au lycée Diadème. Nous allons accueillir maintenant notre invitée Mireille Duval. Merci d'être avec nous ce soir. Dans un rapport interne de la cellule d'épi-surveillance du ministère de la Santé daté du 13 octobre et révélé ce matin par nos confrères de la Dépêche, le nombre de cas nouveaux a presque doublé, passant de 568 à 961 en seulement une semaine. Idem pour les hospitalisations qui sont passées de 35 à 63. Les indicateurs du Covid-19 sont clairement dans le rouge. Comment est-ce que vous vivez cela à l'hôpital du Taoné ? Écoutez, à l'hôpital du Taoné, nous gérons comme nous le pouvons avec les effectifs que nous disposons. Mais aujourd'hui, notre plus grande préoccupation, c'est d'avoir justement le personnel suffisant pour répondre justement peut-être dans 15 jours à une grande... à une élévation justement de ces cas Covid. En plus des patients hospitalisés dans notre hôpital, nous allons peut-être aussi avoir des difficultés à prendre en charge tous ces patients Covid. Donc, pourquoi ? Parce que l'effectif actuel ne suffira pas. Et donc ce n'est pas faute d'avoir rappelé au pays depuis des années qu'il fallait mettre des concours en place justement pour avoir des aides-soignants, pour avoir des infirmiers et pourquoi pas des médecins, puisque là aussi va se poser la problématique. Alors, le rapport cite également des cadres supérieurs de l'hôpital. Dans 2 semaines, on est sous l'eau si on ne prend pas les mesures supplémentaires. Cela veut dire que si on attend dans 2 semaines pour prendre des mesures, ce sera trop tard? Alors, avec l'effectif actuel, heureusement qu'on a quand même des agents qui sont solidaires entre eux, ils se soutiennent, malgré quand même qu'on ait beaucoup d'arrêts maladie. Voilà. Et en même temps, on a des recrutements Covid, ça existe. Mais ces recrutements ne vont pas suffire, effectivement, pour pallier justement à la gestion de ces patients supplémentaires. Il ne faut pas oublier que l'hôpital, quand même, a eu une nette augmentation de l'activité. Donc, en plus du Covid, on va dire qu'on est en surcharge d'activité avec un effectif insuffisant. Alors, vous parlez tout à l'heure des arrêts maladie. Est-ce que le personnel médical est touché par le Covid-19 ? Certaines sources évoquent des contaminations ou suspicions de contamination chez des infirmiers du centre hospitalier. Vous confirmez ? Comme partout, comme en France, de toute manière, on n'est pas à l'abri. Tout le monde peut avoir le Covid. Après, il faut rappeler juste peut-être quelque chose qui est très important. Le fait qu'on manque de communication justement par le pays sur des chiffres, quand même pendant 15 jours, nous n'avions plus de chiffres. Pendant les élections sénatoriales, il faut le souligner, donc ça pousse pas la population à prendre conscience justement de la gravité de cette maladie. Et là, à ce moment-là, il faut peut-être qu'on remette clairement les chiffres. Il faut que les chiffres soient beaucoup plus clairs. Et à partir de là, peut-être que la population va mettre en place les gestes barrières, comme c'est rappelé tous les jours. Vous avez le sentiment qu'on vous cache des choses, des chiffres Alors, on a le sentiment que ce n'est pas de bons chiffres. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut que constater l'augmentation des patients Covid et des hospitalisations, ce qui a entraîné d'ailleurs la transformation des services de soins en secteur Covid. Et ça, il faut le savoir aussi. Mais jusqu'à quand ? Puisqu'on n'a que 449 lits.
Et si dans 15 jours, nous allons attendre 200 lits, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et avec l'effectif actuel, ça va être compliqué. Alors justement, vous avez 200 lits dédiés uniquement au Covid-19. Face à une montée en puissance, on le voit, des hospitalisations. Combien de temps vous allez encore pouvoir tenir? Alors, je ne suis pas... je n'ai pas toute la science infuse sur ça. La seule chose que je peux retenir, c'est que si on attend trop longtemps pour nous donner l'effectif, qu'on ne mette pas des concours, qu'on ne recrute pas au plus tôt, parce que les textes sont compliqués pour les recrutements, on va être dans un gros problème là. Merci beaucoup. Pour cette première question, nous reviendrons peut-être vers vous un peu plus tard. Alors que l'épidémie progresse chaque jour, le budget 2019 du CHPF était décortiqué à l'Assemblée aujourd'hui, laissant apparaître un découvert de près de 219 millions de francs. Malgré 2 dotations exceptionnelles du pays, la direction de l'hôpital prévoit un trou de près d'1 milliard de francs à la fin de cette année 2020. Thierry Stamfler et Patita Savia. Le débat sur les déficits financiers de l'hôpital du Taounais aura été moins virulent qu'on aurait pu l'imaginer. Il y a pourtant un trou de 219 millions, des services trop nombreux ou en surchauffe. Mais voilà, avec l'arrivée de la Covid, on a changé de dimension. Au lieu d'un redressement financier, on se dirige tout droit vers un déficit de 1 milliard en 2020. On est passé d'un résultat de moins 800 millions il y a 3 ans à moins 219 millions fin 2019. Donc la situation s'améliorait. Et pour autant, il y avait encore des efforts à faire. Une nouvelle direction avait été mise en place en début 2020. Donc on était vraiment ce début d'année 2020 sur une bonne dynamique quand même. Et c'est vrai que la crise est venue un petit peu casser un petit peu dans cet élan. Effectivement, avec ces dépenses supplémentaires que le Covid a amenées, plus le déficit 2019 qui est reporté donc sur 2020, c'est vrai qu'on envisage un résultat en fin d'année sur l'hôpital même aux alentours de 1 milliard. Donc il va y avoir des décisions à prendre. Signe d'apaisement, les différents groupes de l'opposition ont par exemple souligné que la nomination de Claude Panero en janvier dernier était un signe encourageant. Et ils espèrent notamment plus de stabilité et de cohérence à l'avenir. C'est une nouvelle directrice. Et normalement, elle a vocation à rester un certain nombre d'années, contrairement à ce qu'on a connu jusqu'à présent, où c'était des directeurs qui étaient de passage. Et donc, il n'y avait pas cette notion de continuité et de connaissance du milieu hospitalier. Donc, nous avons espoir qu'elle puisse amener les changements, les réformes nécessaires, de manière à ce que notre hôpital fonctionne à peu près bien. Mais pour cela, il ne suffit pas qu'elle le veuille, il y a également la volonté du pays à l'accompagner. Drôle d'atmosphère à l'Assemblée en ces temps de Covid. Des bancs gouvernementaux presque désertés, un bon tiers des représentants absents. Et des incertitudes en grand nombre sur le futur immédiat. Avec notamment la question de savoir si l'hôpital, véritable navire amiral de la santé en Polynésie, allait, oui ou non, tenir le coup ces prochaines semaines. Mireille, nous venons de l'entendre, un déficit d'1 milliard est prévu à la fin de cette année. Vous devriez donc peut-être fonctionner à effectif constant. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors là, ce déficit, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. La CTC d'ailleurs avait souligné quelque chose d'important. La dotation globale de fonctionnement de l'hôpital a été longtemps sous-évaluée. Ça vient peut-être de là, c'est un cumul. Et aujourd'hui, nous avons, grâce quand même, avec les compétences de notre nouvelle directrice, on a la possibilité de pouvoir travailler. Mais jusqu'à quand ? Ça, je ne sais pas. Pour nous, fin novembre, c'est déjà l'inquiétude qui va se poser. Maintenant, il appartient au pays de prendre toutes les mesures nécessaires pour que nous puissions fonctionner, puissions assurer au mieux les soins. Et nous espérons que cette dotation sera augmentée de plus d'1,5 milliard. Et c'est l'idéal, justement, pour répondre à toute la population dans de bonnes conditions. Mireille Duval, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous attendez quand même à une dotation de plus d'1,5 milliard. Augmentée, oui, tout à fait. Augmentée d'1,5 milliard. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il ne faut pas non plus négliger les gestes barrières pour vous protéger, comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout évitez de vous serrer la main. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, appelez le 40 45 50 00 ou le 15 en cas d'urgence.
En justice maintenant, Giglio dormira à la maison d'arrêt de Noutania ce soir. La cour d'appel de Papeete a confirmé les 4 ans de prison ferme prononcés en première instance, mais échappe au sursis d'1 an, une peine assortie d'un mandat de dépôt pour le patron d'Agritech condamné pour agression sexuelle sur l'une de ses modèles de photos qui n'avait que 15 ans au moment des faits. Rohan Potoru était Ivaribi. Après un rappel des faits, le juge de la cour d'appel n'a pas mis longtemps à délibérer sur le sort de l'homme d'affaires Giglio. Il a été condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, soit 1 an de moins que celle demandée en première instance. Pour Maître Kinkis, avocat de Giglio, la sentence n'est pas une surprise. Par contre, voir entraver son client à la sortie du tribunal n'était pas le scénario attendu. C'est un peu moins qu'en première instance, il y a une année avec sursis qui a disparu, mais la sanction existait déjà. Il ne faut pas dire que je suis pas surpris, bien sûr, comme tout avocat de défense, je suis déçu de voir mon client sortir de la salle d'audience entravé, avec des menottes au poignet. Voilà, maintenant, je vais en discuter avec lui sur la suite à donner au dossier. Après 6 ans d'attente, c'est finalement en prison que Giglio passera sa première nuit, alors qu'il avait toujours nié cette agression sur une mineure de 15 ans après un shooting photo en 2014. Selon Maître Kinkis, une demande de mise en liberté conditionnelle sera envisagée rapidement pour son client avec le juge d'application des peines. Quant au pourvoi en cassation, il n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Quant à l'affaire de la citerne d'eau de Erima qui devait se tenir en correctionnel, François Kinkis, également avocat de Gaston Floss, a demandé le renvoi de l'affaire. Le procès en appel aura lieu le 12 novembre prochain. Justice toujours, en comparution immédiate, le chauffard de 28 ans qui a fauché une cycliste à Mahina. C'était le 23 août dernier. Le jeune conducteur a écopé de 6 ans de prison ferme en comparution immédiate donc pour conduite en état d'ivresse sous l'emprise du cannabis et pour avoir commis un délit de fuite. Sachez également que la jeune femme de 24 ans qui l'a violemment percutée est toujours hospitalisée au CHT du Taoné. Direction Paris, où les débats sur la vie chère en Outre-mer est toujours d'actualité. Une étude dresse un état des lieux détaillé et propose des pistes de réflexion et d'action pour les différents territoires ultramarins et leurs 2,8 millions d'habitants. Francis Gibrien, Emmanuel Morel. Ce n'est un secret pour personne. En Outre-mer, les inégalités ont la peau dure. Comme les précédents rapports, cette étude pointe la vie chère dans l'ensemble des territoires ultramarins et surtout la fabrication des prix dans la grande distribution. Étude menée avec les moyens du bord. Nous avons bien vu que l'ensemble des populations des Outre-mer se sont mobilisées justement parce que la question de la vie chère est au cœur des préoccupations de ces populations. Alors les facteurs sont complexes. On parle de l'étroitesse du marché, des problèmes de concurrence, de la question de la fiscalité en particulier, donc de l'octroi de mer. Mais force est de constater que néanmoins, il y a un sujet aussi qui est important. On est à la fois dans une économie de comptoir, mais également dans une économie de marge. Plusieurs pistes sont envisagées pour améliorer la cohésion sociale et réduire la cherté de la vie. Réforme de l'octroi de mer, qui ne répond plus à ses objectifs initiaux. Protéger la production locale. Il serait remplacé par une TVA à une large assiette. Faire baisser les prix sur un panier de première nécessité, d'au moins 100 produits, rien de nouveau, mais cela s'avère nécessaire. Renforcer les contrôles, la concurrence dans la grande distribution. Il faut faire en sorte qu'il y ait davantage de production locale. Il faut enfin, je dis bien enfin, que nos économies se tournent vers leur environnement régional pour développer plus d'échanges. À titre d'exemple, la Guyane et le Suriname, la Guyane et le Brésil, tout en protégeant bien entendu la production locale. Cette séance plénière s'est tenue avec plusieurs experts directement impliqués outre-mer. Notons que la crise sanitaire actuelle est un facteur aggravant de la situation déjà sensible. Le ministère de l'Outre-mer et autres parlementaires ont brillé par leur absence. Retour en Polynésie pour parler d'une dictée, mais pas n'importe laquelle, celle dédiée au combat des enfants d'ELA. L'association européenne qui lutte contre la leucodystrophie se tend de la dictée qui se déroule dans plusieurs établissements, comme ici au lycée hôtelier de Tomorrow, marque le lancement de la semaine nationale Mété Basket. Cette dictée n'est pas tant un concours d'orthographe qu'un moment d'échange sur la solidarité, le respect et surtout le handicap. Les précisions de Nicolas Sanker, professeur de cuisine. Le thème de la dictée aujourd'hui, c'est le pouvoir des mots.
C'est le pouvoir des mots. Et à travers cette dictée, effectivement, on espère développer chez eux le courage, parce que les mots ont un sens assez pointu. Et aussi, ça nous permet de nous rapprocher d'eux et de faire de l'école, finalement, sans faire de l'école. Parce qu'on va parler de thèmes qui peut toucher un proche dans leur famille ou qui peut leur arriver plus tard. Voilà, le pouvoir des mots, un texte de Karine Thuil qui a obtenu le prix Goncourt. Direction les îles à présent avec de la natation. On vous emmène à Bora Bora où le club Ocean Water souhaite développer la pratique de la natation auprès des enfants de 6 à 16 ans. À l'initiative de ce projet, le club bien sûr, mais aussi 2 maîtres nageurs diplômés, David et Titawa. Les cours sont donc dispensés les mardis et jeudis après-midi de 15h à 16h30 pour les 6 et 9 ans et de 16h30 à 17h30 pour les 10 à 16 ans sur le magnifique plan d'eau de Matira. Les précisions au micro de Rosanna Mahuta. C'est très important pour nous de vraiment véhiculer de vraies valeurs pédagogiques, de créer une mixité. On va aussi, quand on sera un peu plus équipé, parce que là c'est les débuts, on va aussi introduire des publics plus fragiles, qui ont besoin en fait vraiment d'un cadre comme ça, d'une activité. Les enfants qui ont des petites particularités, qui peuvent être handicapés. Donc vraiment l'idée c'est qu'on crée en fait cette cohésion entre tous les enfants. Enfin, pour clore ce tour d'horizon des îles, on s'arrête à Ouapo, dans l'archipel des Marquises, où les collégiens ont eu droit à un cross très particulier cette année à Hakahao. Contexte sanitaire oblige, les organisateurs ont dû procéder à quelques modifications par niveau cette fois. Plus question de mélanger les primaires et collèges. Seuls les collégiens ont pris la ligne de départ. Le cross s'étale dorénavant sur une semaine à l'intérieur même du stade territorial. Les précisions de Philippe Fex au micro de Lionel Tehamwana. Cette année, vu le contexte sanitaire, on a été obligé d'adapter les modalités du cross. D'habitude, on essaye de faire une grosse manifestation. Là, c'est tout le contraire. On voulait absolument éviter un gros rassemblement. Donc, on a changé la formule et on a décidé de faire un cross par niveau de classe. Donc, il y a eu un cross pour les 6e, un pour les 5e, un pour les 4e et un pour les 3e. Voilà, et demain, c'est au tour des classes de 3e de prendre la ligne de départ. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal, dont je vous rappelle l'information principale. Le ministre de la Santé, Jacques Rénal, très inquiet par rapport à la flambée du Covid-19. Une conférence de presse est prévue dans les jours prochains, voire peut-être demain, pour annoncer de nouvelles mesures. Selon Mireille Duval, que vous venez d'entendre dans ce journal, l'hôpital risque d'avoir des grosses difficultés à prendre en charge le surplus de malades, faute d'effectifs suffisants. À la une de vos quotidiens, la Dépêche titre « Enquête sur les prix des pièces détachées ». Tahiti Info, ces ingénieurs du VAA. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio aux commandes de vos journaux du week-end. Ayata Tarhau et Vito Tapo. Très belle nuit sur la première à lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet